je vais le mettre plein écran. Donc, bonjour, mon nom c'est Marie-Chantal, je suis la fondatrice de Kryptonie, l'agence couleur. Quand on est enfant, on se fait souvent demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard. C'est une question qui me hantait beaucoup parce que j'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais beaucoup passer de temps avec mon père, qui lui, en retour, aimait beaucoup passer son temps chez Renault Dépôt, parce que la fin de semaine, il se transformait en grand rénovateur, puis il faisait toujours des petits projets de réno. Et en l'accompagnant là-bas, je trouvais que la plus belle allée du magasin, c'était vraiment l'allée des couleurs. Je prenais plein de cartons pour mes bricolages. Je m'évadais dans cet endroit. Puis un jour, mon père m'a fait le cadeau ultime. Il m'a dit, en fin de semaine, on repeinture ta chambre de grande fille, choisis une couleur, puis on fait ça aujourd'hui. C'était comme le plus beau cadeau du monde parce que déjà, c'était mon endroit préféré. Puis là, en plus, j'avais le choix, l'embarras du choix. Alors, j'ai commencé à lire tous les noms des couleurs de peinture jusqu'à temps que je trouve une couleur qui s'appelait vert calice. C'est vraiment ça le nom de la couleur. Alors, quand mon père est revenu me demander quelle couleur va être ta chambre, j'ai voulu faire ma drôle, puis j'ai répondu ça va être vert calice. Il a fait exactement cette face-là. Et là, j'étais toute excitée de lui montrer que c'était pas moi qui sacrais, mais c'était vraiment ça le nom de la couleur. Et il a dit des mots qui ont changé ma vie. Il a dit, j'en reviens pas que la personne qui est payée pour nommer les couleurs a choisi ce nom-là. Pour moi, le temps, c'est comme arrêté. Puis j'ai dit, quoi? Attends, t'es en train de me dire que quelqu'un, sa job, c'est d'être payé pour nommer les couleurs. Et je me suis dit, wow, on me demande toujours qu'est-ce que je veux faire plus tard, mais là, je pense que je l'ai trouvé. Je veux nommer les couleurs dans les magasins de peinture. Ça a l'air d'être la job la plus cool au monde. J'avais une vision de cette job-là qui était juste extraordinaire. Par contre, ça inquiétait pas mal mes parents parce qu'il n'y avait pas vraiment de bac en nommage de couleurs. Fait que ça savait pas vraiment comment m'aider, puis c'était vraiment comme, je poursuivais ça sérieusement. Il n'y avait pas vraiment d'autres choses qui me tentaient dans la vie à part nommer les couleurs. Mon père, il dit, regarde, je sais pas comment tu vas arriver là, à ce job-là. Je sais même pas si c'est vraiment une vraie job, tu sais, j'ai dit ça comme ça, mais peut-être que si tu vas en design graphique, tu vas pouvoir faire des choix couleurs, puis tu vas t'y plaire. Fait que j'ai étudié ici, à Montréal, au Collège Chalette, en design graphique. Et ensuite, j'ai entendu parler d'une école à Atlanta qui s'appelait Creative Circus, qui est une des meilleures écoles au monde en publicité et design graphique avec un fort programme en couleurs. Alors, j'ai pris tout ce que j'avais pas grand-chose à l'époque, et j'ai déménagé à Atlanta pour aller à cette école-là. Je suis fière de dire que j'ai gradué puisque seulement 30% des gens qui vont à Creative Circus graduent et obtiennent leur diplôme. Mais je suis aussi fière de dire que maintenant, c'est moi la professeure couleur à Creative Circus. Alors, c'est un beau 360 en ce sens-là. Quand j'ai terminé, par contre, à Creative Circus, j'ai trouvé une job à Montréal. Je suis revenue ici. Puis, je travaillais dans une agence traditionnelle et je faisais des pancartes d'autoroute pour une compagnie, une grosse compagnie. Et je faisais approximativement dans ma journée 0 choix couleur. Je m'étais dit, wow, j'ai tout abandonné, j'ai tout sacrifié pour faire des choix couleurs dans ma job de tous les jours, mais je ne les fais pas. Alors, mon plan, c'était toujours de partir ma propre business, mais mon père disait, il faut que tu fasses 2 ans en entreprise pour avoir de l'expérience avant de partir ta business. J'ai toffé un gros 2 mois, je pense, peut-être même pas. Et j'ai décidé de poursuivre ma propre magie, de lâcher ma job et de lancer ma propre agence, d'aller chercher des clients vraiment que je pouvais aider grâce à la couleur. J'ai appris que Leatrice Eisman, qui est la directrice exécutive chez Pantone, mon idole, qui a écrit tous les livres que je dévorais sur la couleur, donnait une formation couleur intensive. Et quelque chose qui me fascinait, les tendances, en fait, comment prédire les tendances et comment la fameuse couleur de l'année Pantone est sélectionnée, parce que c'est elle, en fait, qui préside le comité chez Pantone qui choisit l'heure de l'année. Puis, suivant cette formation-là, je me suis dit que ce serait vraiment fou pour faire parler de moi que je réussisse à prédire la couleur de l'année Pantone avant sa sortie. Alors, au mois de septembre 2013, j'ai écrit à tous les journalistes que je pouvais trouver leur email sur Internet, ma prédiction pour la couleur de l'année Pantone de l'année suivante. Et personne ne m'a répondu puisque personne ne savait c'était qui et pourquoi je parlais de la couleur de l'année au mois de septembre. Mais au mois de décembre, ma prédiction s'est avérée exacte et le téléphone a commencé à sonner. Toutes sortes de journaux, d'émissions radio m'ont contacté pour savoir comment tu as fait pour prédire la couleur de l'année Pantone. Et c'est ce qui a mené à un buzz médiatique autour de ma spécialisation couleur. Et depuis, j'ai prédit la couleur de l'année Pantone avant sa sortie 3 fois. C'est comme mon petit tour du chapeau personnel. Et à chaque année, on me demande d'aller à la télévision pour commenter le fameux choix Pantone. Donc, c'est ça, je suis devenue experte couleur. J'ai aidé plus de 150 clients à choisir leur couleur de marque et j'enseigne la couleur. Ma nouvelle passion, c'est vraiment de transmettre mes connaissances, un peu comme on va faire aujourd'hui. Mais un autre côté de moi qui est encore plus coloré,
parce que j'ai toujours fait partie de la communauté LGBTQS. Et il y a quelques années, quand je suis revenue à Montréal, j'ai réalisé qu'un des seuls gros bars à Montréal pour la communauté lesbienne avait fermé ses portes. Et je demandais aux gens, ben, comment vous faites, comment on fait pour rencontrer d'autres femmes dans la communauté lesbienne? Les gens disaient, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'événements. Alors, j'ai décidé de faire un événement, un party, une fois, pour pouvoir inciter les femmes de la communauté LGBTQ2S+, à se rencontrer. L'événement a été tellement un succès. Moi, je pensais que ça allait être un one-off. Finalement, on a fait plus que 50 L-Night. Il y en a encore aujourd'hui. Moi, j'ai rencontré ma femme au premier L-Night. Fait que c'était vraiment un succès pour le côté rencontre. Mais je continue à l'organiser pour que tout le monde puisse trouver sa femme au L-Night. Ça a toujours été vraiment important pour moi de redonner à la communauté. Puis cet événement-là, c'est vraiment une façon pour moi de redonner à la communauté et de créer des événements qui transforment en fait, parce qu'on est comme en tournée à travers les bars et le temps d'un soir, on transforme un bar traditionnel en bar lesbien, inclusif, pour justement créer un safe space spontané, comme un pop-up bar lesbien, vu qu'il n'y en a pas. Fait qu'aujourd'hui, BMO m'a invité à parler des couleurs du drapeau, puis il y a tellement de choses à dire sur les couleurs du drapeau, ça pourrait être 20 heures de formation, parce que chaque couleur dans le drapeau a sa signification particulière. Alors, j'ai décidé de un peu aller à la base et choisir 2 couleurs en particulier desquelles j'avais vraiment envie de parler. Parce qu'en fait, il n'y a pas juste un drapeau traditionnel pour représenter la communauté gay. Il y a plusieurs drapeaux parce qu'il y a plusieurs identités. Puis, on fait beaucoup de progrès, je pense, en tant que société pour accepter les gens dans la communauté LGBTQ2S+. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés. Puis récemment, j'étais sur Facebook, l'endroit où tout se passe, et quelqu'un avait publié une publication un peu comme ça avec tous les drapeaux, en faisant un commentaire comme quoi c'était ridicule maintenant toutes les identités. Ça m'a vraiment offensée parce que je me suis dit, oui, ça fait beaucoup d'identités, mais on dirait jamais ça par rapport aux différents pays, dans le sens que tous les pays ont leur identité culturelle, puis on dirait jamais, ah, il y a trop de pays puis d'identité culturelle. Les gens qui s'identifient à un drapeau différent ou à une identité différente ont le droit aussi d'être représentés. Fait que si c'est déjà une pensée que vous avez eue, que c'est rendu trop, puis il y en a trop, moi je pense qu'il n'y en aura jamais assez. Si c'est le fun de pouvoir s'identifier à un groupe, puis on n'est pas capable de le faire dans le contexte traditionnel du drapeau gay, puis on a un drapeau qui nous représente, puis ça nous rend fiers, puis on trouve d'autres personnes qui se sentent comme nous. Il n'y a rien de plus puissant dans la vie, donc laissez donc les gens avoir chacun leur drapeau, si c'est ça qui leur font du bien. Puis, une des grosses choses en ce moment, c'est de demander les pronoms que les gens veulent utiliser pour se faire représenter. C'est quelque chose qu'on pensait même pas avant. Tu sais, si quelqu'un avait l'air féminin, ben, c'était une elle, puis si quelqu'un avait l'air masculin, ben, c'était un il. Aujourd'hui, il y a une grande sensibilisation par rapport à ça. Les dirigeants chez BMO, quand on a commencé à se parler, c'est une des premières questions qu'ils m'ont posées. Comment on devrait s'adresser à vous? Est-ce que ça devrait être elle ou yel ou peu importe. Puis ça m'a montré justement, wow, OK, on est vraiment rendu dans une société plus inclusive où les gens posent cette question-là, puis je me le fais demander de plus en plus souvent et je trouve ça absolument merveilleux qu'on soit capable de choisir notre identité et nos pronoms qui nous rendent confortables. Ça m'amène à penser à l'évolution qu'on a connue dans les dernières années. Il n'y a pas si longtemps, je pense que c'était en 2015, qu'on avait le gros débat sur les salles de bain publiques. Est-ce qu'on devrait avoir des salles de bain non genrées? Il y avait des gens qui étaient contre, il y avait des gens qui étaient pour. Mais pour connaître des gens qui sont un peu plus androgynes ou qui, justement, se considèrent comme non-binaires, ça peut être extrêmement inconfortable d'aller dans une salle de bain où, par exemple, c'est une salle de bain de femmes et la personne a l'air super masculine. Je connais des femmes qui se sont fait dire qu'est-ce que tu fais ici? T'es un homme, mais c'est pas des hommes. Alors, je pense que ça fait vraiment du bien d'avoir maintenant de plus en plus de salles de bain mixtes et non-binaires. Ça, c'est le drapeau de la non-binarité et je pense que c'est un des sujets de société les plus importants en ce moment, la non-binarité. Avant, sur les formulaires du gouvernement, on avait femmes, hommes. Maintenant, on a le choix de non-binaire et je trouve ça vraiment extraordinaire qu'on soit rendu là parce que pas tout le monde est prêt à se mettre dans une de ces deux cases-là. Il y a des gens qui sont fluides entre les deux, il y a des gens qui n'ont pas encore décidé. Alors, ça laisse l'option de pouvoir découvrir sa propre identité, sa propre sexualité et ça, je trouve ça extraordinaire. Et les deux couleurs qu'on retrouve dans ce drapeau-là, c'est le jaune et le mauve. Le mauve qui a été traditionnellement associé au combat pour la reconnaissance des droits LGBTQS+, depuis le début. Le lavande, particulièrement, est une couleur qui a vraiment été associée à ce combat qu'on a dû faire. Et ce combat qu'on doit encore faire aujourd'hui pour être reconnu et que, justement, il y a encore une évolution constante et je pense qu'il y a encore de l'évolution et du progrès à faire pour l'acceptation de ces communautés-là. Et pourquoi le mauve aussi et le jaune? Ben, c'est des couleurs qui sont non genrées.
C'est pas des couleurs qu'on voit typiquement pour un bébé garçon ou un bébé fille. Je vais reparler de ces associations-là vers la fin. C'est des couleurs que tout le monde peut s'approprier et ça ne veut pas nécessairement dire je suis féminine ou je suis masculin. C'est vraiment des couleurs adaptatives. Puis d'ailleurs, l'année passée, dans la série de Drag Race UK, la franchise qui change la perception de la communauté, Ginny Lemon, elle a fait son coming out comme personne non-binaire et c'était vraiment un moment émotif. Vous pourrez regarder l'extrait, ça a fait extrêmement jaser. Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'elle a dit, ben moi, j'ai porté du jaune toute ma vie parce que c'était la couleur qui me faisait sentir en sécurité. Alors, je pense que justement, le jaune et le mauve sont vraiment avec un accélérateur parce que il y a vraiment un segment de la population qui ne veut pas s'identifier à des couleurs genrées et c'est vraiment les deux couleurs par excellence qui représentent la non-genrification. Et pour la génération Z, c'est important que tout le monde puisse s'identifier selon leur genre choisi, pas juste les personnes non-binaires, que tout le monde puisse le faire. Un sondage a démontré que plus de 50% de la génération Z désire absolument avoir une option autre que hommes et femmes sur les formulaires. Moi, je pense que bientôt, ça devrait être plus que 100%. Tout le monde devrait être d'accord qu'on devrait laisser cette option-là aux gens. Ça fait mal à personne, qu'on est justement en processus d'acceptation. Pour revenir aux fameux roses et aux bleus pour les couleurs genrées, parce que c'est vraiment la base, en fait, du drapeau trans. Si on regarde le drapeau trans, qui est celui qu'on regarde en ce moment, c'est un clin d'œil justement au fait que le rose, c'est une couleur de bébé fille, le bleu, c'est une couleur de bébé garçon, et dans la transidentité, on change de genre. Donc, suivant le débat des toilettes publiques en 2016, Pantone a choisi comme couleur de l'année, pour la première fois dans l'histoire, de nommer une combinaison de 2 couleurs comme couleur de l'année. On en a eu 2, Sérénité et Rose Quartz. Et un des commentaires qu'ils ont reçu plus négatif, c'est vous avez choisi les 2 couleurs de bébé fille, bébé garçon. En fait, Pantone est toujours une longueur d'avance sur nous autres. Et c'était une façon stratégique de justement faire parler de ce sujet-là et de montrer l'évolution qu'on avait connue dans la dernière année avec les débats par rapport aux toilettes non-genrées, etc. Et d'ailleurs, petit moment historique, saviez-vous que c'est quand même assez récent que le rose est associé aux femmes? Parce que jusqu'aux années 1900, même dans ce magazine-là de Ladies Home Journal, l'édition de 1902, on disait que le rose était plus approprié pour les bébés garçons et le bleu était plus approprié pour les bébés filles. Quelque chose qui a changé peu après la publication de ce magazine-là. Mais en fait, la réflexion historique, c'était que les hommes sont supposés être plus violents. C'était des combattants et la couleur de la violence et du combat, c'était le rouge. Donc, les bébés garçons, la couleur qui devrait leur être attribuée, c'était quelque chose de délavé par rapport à ça, donc le rose. Et les femmes, on les percevait comme étant plus calmes, plus douces, et le bleu représente cette placidité, ce calme par rapport aux femmes. C'était comme ça pour une majorité du temps dans l'histoire, jusque dans le début des années 1900, quand les premières femmes ont réussi à aller aux Olympiques et que plus tard, des personnages historiques comme Audrey Hepburn, Marilyn Monroe ont commencé à alimenter le mouvement féministe. Le rose est devenu une couleur d'activisme féminin et est devenu la couleur des femmes. Et inversement, le bleu est devenu la couleur des bébés garçons. Puis aujourd'hui, quand on va dans des gender reveal parties, on voit souvent justement des confettis bleus pour les garçons, des confettis roses pour les filles. Mais dans l'histoire, c'est inversé pour la plupart de ce moment-là. D'ailleurs, la première personne qui a inventé la célébration des Gender Reveal Party, son enfant est maintenant non-binaire et elle regrette d'avoir inventé une célébration autour du genre d'un enfant avant que cet enfant puisse s'exprimer sur la question. Donc, on va réévaluer nos priorités quand on va faire des Gender Reveal Party. J'ai oublié d'avancer mes slides pendant que je parlais, mais je pense qu'aujourd'hui, les de plus flou et il y a des campagnes comme justement Real Men Wear Pink où justement le rose est réapproprié par les hommes. Tout ça pour dire que je pense qu'en 2022, à part le fait que oui, le jaune et le mauve, c'est des couleurs non binaires, je pense que toutes les couleurs devraient pouvoir être portées par peu importe le genre de la personne, qu'on soit homme, femme, non binaire, peu importe l'orientation sexuelle, qu'on se sente bien de porter les couleurs qui nous font du bien, qui nous représentent, puis d'arrêter de penser que rose, c'est pour les filles, ou bleu, c'est pour les gars, ou peu importe qu'est-ce qu'on s'est fait dire avant. Moi, j'essaie de vivre dans une société où on arrête de genrifier les couleurs et de se limiter à ce niveau-là. Fait que la prochaine fois que vous voyez une publication comme ça, même si dans 2 ans, on est rendu à avoir le double des identités, ben, on devrait juste embrace it comme une société qui est inclusive puis d'être content que chaque personne ait un groupe pour se retrouver. C'est des groupes d'expression, c'est pas des gangs de rue. Fait qu'on devrait être content que les gens trouvent une façon de s'exprimer puis des groupes qui leur ressemblent. Je pense qu'il n'y aura jamais assez d'identité, comme je l'ai dit,
comme il n'y aura jamais assez de nationalités. Puis si vous ne comprenez pas toutes ces choses-là, parce que dans les publications que j'avais vues, il y a beaucoup de gens qui commentaient « c'est quoi ça, pansexuel, neutre ». Les gens se demandaient « ben informez-vous au lieu de ridiculiser. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, vous ne comprenez pas c'est quoi Demi Boy? Google it! C'est tellement facile aujourd'hui. Ne jugez pas avant d'essayer de comprendre. Je pense qu'il y a vraiment une richesse dans essayer de comprendre son prochain. Alors, essayez de comprendre les couleurs derrière les drapeaux. Ridiculisez pas vos prochains. On a toute la difficulté justement à chercher notre personnalité au cours de notre vie. S'il y a des gens qui s'identifient et trouvent un groupe qui leur ressemble, ça leur fait du bien, on devrait applaudir ça et pas les juger. C'était ça mon petit topo final. C'était Marie-Chantal, la fondatrice de Cryptonie. Et si vous voulez en savoir plus sur mes formations, vous pouvez aller sur le site cryptonie.com.